En ce temps, dans la salle de conférence, un homme annonce qu'une semaine s'est écoulée depuis que le poste du président a été laissé vacant et qu'il faut lui trouver un successeur. Il souligne ensuite que le président, en tant que chasseur de rang S de l'association des chasseurs, avait une grande signification symbolique. Maintenant que l'association, qui supervisait 5 grandes guildes, a perdu une telle figure, qui pourra contrôler les guildes désormais? Un homme à lunettes demande s'il suggère d'engager un autre chasseur de rang S. Bien que les chasseurs de haut rang soient très influents, il faut être extrêmement prudent avant d'engager des personnes extérieures. Ajoutant qu'après une longue et intense discussion, lui et les directeurs souhaitent nommer Wu Jinchul comme nouveau président de l'association. Surpris, Jinchul regarde l'administrateur et demande pourquoi lui. Ce dernier lui répond qu'ils estiment qu'il a été le plus proche assistant du président et a acquis le plus de compétences, tout en étant également très compétent en matière de leadership et de mobilisation des chasseurs. Il ajoute qu'aucune loi n'indique que seul un chasseur de rang S peut devenir président et que Jinchul est une figure qui inspire à la fois influence et crainte parmi les chasseurs, faisant de lui le candidat idéal. Cependant, Jinchul répond qu'il manque de nombreux autres aspects pour occuper une position aussi honorable et que d'autres chasseurs la méritent davantage car il est trop jeune et naïf. Il suggère qu'il existe aussi le poste de vice-président. Il fait remarquer qu'il y a beaucoup d'autres personnes compétentes et se demande pourquoi il devrait s'asseoir là où le président Go Gun-hee était. On lui répond que les exécutifs n'ont pas le pouvoir de mobiliser les plus grandes forces de Corée. Cependant, l'inspecteur en chef Woo Jin-chul le peut, car il a des connexions avec les grandes guildes et surtout avec Sung Jin-woo. Il acquiesce, mais dit qu'il ne sait pas si le chasseur Sung verra les choses de la même manière. En regardant son siège, on lui dit qu'ils ne peuvent pas lui imposer leurs décisions et lui demande s'il accepte de réfléchir à leurs propositions. Ce à quoi il répond par l'affirmative. Au quartier général de la guilde des charognards, Thomas André remarque que cela fait longtemps qu'il n'était pas allé sous terre. Surprenant ses soldats, il leur demande pourquoi ils sont si troublés et leur dit de se rasseoir. En ouvrant la porte, son assistante lui demande s'il est sûr de vouloir offrir cela en cadeau. Thomas se demande si ce n'est pas un prix mérité pour la vie des membres de sa guilde et lui-même. Serrant le poing, Laura répond « Non, pas du tout ». Thomas lui demande si elle pense que Jin manque des compétences nécessaires pour utiliser cet objet, mais elle reste silencieuse. Lorsqu'ils atteignent la pièce, Thomas affirme que c'est toujours aussi impressionnant. Laura répond qu'il n'en existe que 2 dans le monde entier et que ce nombre restera constant. André acquiesce, et elle lui demande s'il compte quand même le donner malgré cela. Il lui répond que c'est justement pour cette raison qu'il veut le donner. « Tu ne penses pas que c'est du gâchis? Les meilleurs de toutes les armes soient juste en train de prendre la poussière ici ?» Gina regarde les infos sur le meurtre du président ainsi que le nouveau président, ajoutant que le pays et le reste du monde sont instables. Regardant sa mère, elle la serre dans ses bras et sa mère lui dit que si elle n'a rien de mieux à faire, elle pourrait sortir les poubelles, mais elle refuse, disant qu'elle est trop paresseuse. Devenant sérieuse, Gina suggère de partir, mais Park Kyung-hee répond qu'elle aime toujours cette maison. Gina demande ce qu'elle aime dans ce vieil appartement, mais sa mère se contente de répéter sa réponse avant de lui demander d'aller chercher le linge. Arrivant à la buanderie, Gina voit quelque chose qui la fait fuir en hurlant. Dans les rues, un homme demande si c'est vrai qu'il est dans le bureau de la guilde Ajin. Et un autre confirme, Thomas André est dans le bureau de la guilde Ajin en ce moment. Souriant nerveusement, Jin-ho pense à quel point c'est incroyable que Thomas André soit venu jusqu'en Corée et soit dans leur guilde. En plus de ça, Lennart Nierman, le chasseur le plus fort d'Allemagne, est aussi là. 2 heures se sont déjà écoulées, Jin-ho appelle désespérément Jin-woo. Lennart est surpris que Thomas le Goliath cherche Jin-woo et se demande s'il pourra le voir aujourd'hui. Laura, traduisant pour Thomas, demande si Jin est en plein raid et note qu'il ne semble pas venir souvent au bureau. À ce moment-là, Jin revient et ses membres de guilde explosent de joie. Voyant la foule de journalistes dehors, Jin comprend que Thomas est vraiment là, bien qu'il ait déjà ressenti son aura. Jin-ho lui demande pourquoi il ne répondait pas aux appels. Jin répond qu'il était occupé. Remarquant aussi ses vêtements en lambeaux, Jin explique qu'il y a eu beaucoup d'éruptions de donjons ces derniers temps et qu'il ne peut pas se permettre de paresser. En plus, Beru et Igris sont sur le point de monter en grade. Thomas salue Jin-woo, qui lui demande ce qui l'amène en Corée. André lui rappelle qu'il lui avait promis un repas une fois son bras guéri. De plus, il a apporté un cadeau exceptionnel. Intrigué, Jin demande quel est ce cadeau. Thomas, ravi de voir son intérêt, lui propose d'aller dans un endroit plus privé, car ce qu'il a à lui donner est trop dangereux pour être remis dans le bureau. Jin-ho est convaincu qu'il pourrait s'agir d'un piège tandis que Jin-woo demande qui est l'autre homme. Lennart Nierman se présente et Jin suppose qu'il est là pour demander une mission de protection. Thomas glisse devant lui et invite Jin à partir avec lui.
Lennart s'indigne, se demandant pourquoi il devrait les laisser partir sans lui après avoir attendu plus de 2 heures. Mais Thomas répond « Non, ce dont nous allons parler est top secret. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle quelqu'un comme toi peut s'incruster. » Alors que les deux s'éloignent, Lennart se demande si c'est vraiment ainsi que les choses vont se passer, car il n'a jamais été traité de la sorte auparavant. Et cet arc continue, Thomas claque des doigts, affirmant que Jean ne sait pas depuis combien de temps il attend ce moment. Posant l'étui sur la table, Jean ressent quelque chose. Thomas lui demande s'il peut ressentir la puissance de l'objet. C'est sa façon de montrer sa gratitude pour avoir épargné sa vie et celle des membres de sa guilde. Jin-Woo est surpris de voir les lames de Kamish. Thomas est impressionné qu'il ait pu reconnaître le matériau d'un simple regard, mais Jin s'interroge sur le cadavre qui était conservé par le bureau des chasseurs. Thomas explique qu'ils l'ont remis aux autorités, estimant que leur coopération pourrait leur rapporter quelque chose de mieux que de l'argent. Cependant, la plus grande dent de Kamish avait été arrachée lorsqu'il l'a mordue, et Thomas a été autorisé à la garder comme souvenir. Il trouvait qu'elle était trop courte pour une épée longue, alors il a préféré en faire une dague. En la prenant en main, le système l'informe qu'il a obtenu la colère de Kamish qui lui offre plus 1500 à l'attaque. Jin est stupéfait par la puissance de la dague qui surpasse largement la dague du roi démon qui lui offre seulement plus 220 à l'attaque. En la balançant, il constate que c'est comme s'il maniait une épée dans chaque main. Cela surprend Thomas qui remarque que même s'il renforçait ses défenses avec des enchantements, ses armes pourraient facilement les transpercer. Il demande alors à Jin s'il compte utiliser ses cadeaux pour le tuer. Jin sent que ses dagues sont différentes des autres et qu'elles réagissent fortement à son pouvoir magique. Les agents deviennent nerveux alors que Thomas demande à Laura si elle pense toujours que son choix était une erreur. Elle secoue la tête en guise de réponse. Puis, il demande à Jin ce qu'il pense du cadeau. Jin hésite et demande s'il peut vraiment les prendre gratuitement. Mais Thomas lui assure que cet échange est à son avantage, car ce qu'il donne en échange de sa vie et de celle de sa guilde ne vaut presque rien. Jin-Woo accepte alors et Thomas en est satisfait. À ce moment-là, une sensation étrange les submerge tous les deux. Ils se tournent vers la fenêtre en même temps que les citoyens qui regardent le ciel avec inquiétude. Jin se demande s'il s'agit de la véritable forme de l'énergie magique intense qui s'est rassemblée dans le ciel de Séoul. Thomas, abasourdi, dit qu'il n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il en voit un d'une telle taille, bien plus grand que celui dont Kamish était sorti. Peut-être que le monde essaie de nous dire qu'il a dépassé les limites du bon sens. Et l'arc se poursuit, abonne-toi pour la suite.